On va pouvoir commencer, Mathéo. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui pour une petite conférence sur l'éthique de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. On a l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Fatima Lazara Arizi, qui est consultante en éthique organisationnelle, et Monsieur Marc Tassé, qui est CPA et expert dans la fraude financière. J'aimerais commencer aujourd'hui en abordant, tout d'abord, j'aimerais mentionner au niveau des questions. Si vous avez des questions, je vous invite à soit lever la main, soit les poser dans le chat. Comme vous pouvez le voir, là où il y a déjà eu des messages, vous pourrez vous poser vos questions et on les adressera au courant de la présentation. On prendra peut-être aussi un petit 5 minutes vers la fin pour adresser les dernières questions qui restent. Pour le moment, c'est comme ça qu'on va fonctionner. J'aimerais commencer aujourd'hui la discussion en abordant un petit peu sous l'optique évidemment de la COVID-19 qui est toujours parmi nous et qui semble qui semble rester pendant encore longtemps avec les annonces d'hier. Donc la COVID-19 a vraiment démontré le fait qu'on a dû s'adapter très rapidement en utilisant des technologies comme le télétravail. Ça a changé la façon dont aujourd'hui on travaille. Et vraiment, on a développé des modèles de travail qui étaient auparavant peu communs. Donc, on va dire, on s'entend que le télétravail, auparavant, ce n'était pas quelque chose que les gens faisaient beaucoup. Et moi, j'aimerais ouvrir aujourd'hui la discussion en posant cette question à Marc. Donc, est-ce que vous pensez que justement ce développement très rapide en termes de technologie s'étend aussi aux nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle? Et est-ce que c'est vraiment une bonne chose qu'on pousse aussi rapidement le développement de ces nouvelles technologies-là? Bien, moi, je pense que oui. Je parlais justement avec une personne qui est dans le domaine de la technologie de l'information dans une université et il me disait tout ce que j'ai demandé depuis les 2 dernières années, je les ai eus dans environ 2 semaines. Donc, pour les gens en termes d'informatique, technologie de l'information, c'est super parce qu'ils ont la chance de vraiment utiliser de nouvelles applications qu'ils n'utilisaient pas. La seule chose, c'est qu'il faut toujours se demander est-ce qu'ils sont sécurisés? Est-ce qu'on est bien protégé? Vous savez, le télétravail, c'est super. Est-ce que la ligne Internet est bien protégée? Est-ce que aussi le travail, le niveau de confidentialité pour certains types de domaines, ça peut devenir plus risqué? Exemple, si on dit quelqu'un qui travaille genre, à Revenu Québec, puis qui ferait du travail à partir de la maison, qu'est-ce que ce serait correct qu'il y ait de l'information de nature confidentielle chez lui? Comment c'est sécurisé? Vous savez, ce marché du travail, des fois, on a des espaces qui étaient très sécurisés avec des portes, avec des classeurs. À ce temps, tout est rendu virtuel. Donc, il faut s'assurer que la technologie évolue au même rythme que les failles peuvent évoluer. Et c'est ça qui est important parce qu'il y a tant des gens qui vont, des arnaqueurs, qui vont être à l'affût et se dire cette compagnie, c'est tout à fait nouveau. Ils n'étaient pas habitués de travailler en télétravail, donc il y a peut-être des opportunités qu'on pourrait prendre avantage. Est-ce que tu connais des cas qui sont publics ou c'est déjà arrivé, qui sont publics et qui sont bien sûr pas confidentiels? Je te dirais, j'ai entendu parler de situations, Mhm. c'est relativement confidentiel, mais c'est des situations d'entreprises qui, quand ils ont eu à préparer les T4 pour des employés cette année, les relevés d'emploi, pour transmettre au gouvernement, l'information, ils les avaient chez eux. Donc, tu avais quand même, parce que si vous y pensez, votre employeur a toujours votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance et votre adresse. Donc, il y a des gens qui ont perdu des fichiers chez eux, qui l'ont laissé sur des ordinateurs non sécurisés ou ce que d'autres personnes, des fois ça peut être les enfants, des fois ça peut être le conjoint, la conjointe. Donc, il y a eu des situations où on a dû s'asseoir et dire un instant, là, on a peut-être une problématique au niveau de la protection d'informations confidentielles. Parce qu'on prend pour acquis qu'on peut y avoir accès de partout. On pense que c'est totalement sécurisé. Mhm. Des fois, quand vous êtes au chalet, est-ce que la connexion Internet est aussi sécurisée que quand vous êtes chez vous? On l'espère, mais on ne le sait pas. Ça dépend. Il faut savoir avec le Wi-Fi le Wi-Fi qu'on a. C'est ça? J'aurais une question maintenant pour Fatima. Comment les gestionnaires peuvent-ils configurer un modèle comme de décision éthique pour les véhicules autonomes ou genre toute forme d'intelligence artificielle ayant un pouvoir en fait qui est direct sur la vie humaine, sachant que genre déterminer la meilleure école de pensée demeure un débat plutôt perpétuel, si je peux dire comme ça? Alors, bon, écoutez, d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous écoutent. Bon après-midi à tous et merci d'être avec nous alors qu'il fait un temps magnifique dehors. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour féliciter en fait cette initiative de Sedna
Je trouve que la création de ce conseil est quelque chose d'extraordinaire et on a besoin effectivement de plateformes de réflexion, de débat sur tous les enjeux éthiques en lien avec l'intelligence artificielle ou le développement des nouvelles technologies. En fait, moi, je vous dirais que votre question, elle est composée même de deux sous-questions. Alors, vous dites, est-ce qu'il y a la notion de modèle de décision éthique, il y a école de pensée. Alors, peut-être, moi, je vais me permettre, et ça pour le bénéfice de tous ceux qui nous écoutent, d'abord, c'est quoi l'éthique? Parce que là, c'est le thème aussi de cet après-midi, l'éthique, le monde des affaires, l'IA. Juste pour rendre les choses extrêmement simples, parce que l'éthique, et Marc le sait, est un champ extrêmement vaste. C'est des milliers d'articles ou des millions de mots écrits sur ça. Alors, très rapidement, et de manière simple, encore une fois, dans le monde des affaires, ce qu'on appelle, ou le questionnement éthique, c'est toujours se poser la question suivante: quelle est la meilleure décision que je devrais prendre? Ou dans tel contexte, qu'est-ce qu'il serait bon de faire? Ou c'est quoi une bonne décision pour moi, etc. Et tout. Alors déjà, l'éthique est inspirée naturellement de la loi, de la conformité, de la morale. C'est une question, on peut se poser la question, est-ce que l'action est juste ou pas, appropriée ou pas, etc. Maintenant qu'on a dit ça, bien sûr, il y a des modèles de décision qui existent, éthiques, et tant mieux, parce que ça peut aider un gestionnaire à prendre des décisions, encore une fois, de manière éthique. Mais c'est quoi un modèle de décision éthique, encore une fois? C'est en fait un modèle d'évaluation, c'est-à-dire on va évaluer un certain nombre d'options ou d'alternatives et naturellement, parce que vous êtes animé par l'éthique, vous avez cette sensibilité éthique, vous allez automatiquement éliminer toutes les options qui vont probablement avoir un effet néfaste ou négatif sur une personne ou un groupe de personnes. Alors, naturellement, il y a aussi est-ce que je considère, quelle valeur je considère, c'est qui les parties prenantes, ça va être quoi les impacts de chaque option sur mes parties prenantes pour, en bout de ligne, arriver à prendre la meilleure décision qui semble, disons, la plus appropriée à vos yeux en fonction du contexte et avec des standards éthiques. Alors, maintenant aussi qu'on a dit ça, il y a cette notion d'école de pensée. Alors, qu'est-ce que ça vient faire, les écoles de pensée? D'abord, c'est quoi une école de pensée, encore une fois? C'est en fait un ensemble peut-être d'opinions qu'on peut partager, un groupe qu'on peut avoir ensemble pour comprendre un phénomène. D'accord? Bon, ça peut peut-être paraître un peu philosophique, mais bon, en économie, il y a plusieurs écoles de pensée. En éthique aussi, vous avez plusieurs écoles de pensée. Mais en éthique, vous avez des dizaines et des dizaines d'écoles de pensée. Dans le monde des affaires, généralement, il y a peut-être moins de 10 écoles, disons 7 à 8, qui sont les plus mobilisées par les entreprises ou les organisations de manière générale. Je vous prends un exemple très simple. L'école utilitariste. C'est quoi cette école de pensée en éthique utilitariste? Ce que ça nous dit, c'est que c'est une école selon laquelle je vais juger que ma décision est éthique lorsqu'elle produit le plus grand bien ou le plus grand nombre, si vous voulez, de plaisir pour le plus grand nombre de personnes. Ou alors, dès lors que ma décision va produire ou va minimiser le plus grand nombre de malheurs ou de douleurs au plus grand nombre de personnes, ben, je vais privilégier cette option. Alors maintenant, après, il va falloir de voir de manière très sophistiquée. Si je choisis, encore une fois, peut-être 8 ou 9 écoles de pensée ou 10 ou 15, comment je vais les coder sous forme d'algorithmes et les intégrer dans une machine? Mais encore une fois, quand vous faites ce choix-là, il y a déjà un problème éthique qui se pose. Pourquoi vous n'avez choisi que 5 ou 6 ou 8 écoles? Alors, voyez-vous, alors déjà à la base, vous pouvez aller, donc vous avez peut-être pris déjà à la base une décision arbitraire. Et sachant que l'être humain, notre rationalité, elle est limitée, vous ne pouvez pas mettre tous les choix possibles, toutes les écoles de pensée. Donc, il va falloir faire des choix et par la suite voir comment ça peut se traduire. Bon, naturellement, moi, je ne suis pas programmeuse, je ne suis pas informaticienne, mais voir avec ces génies de l'informatique comment traduire ces écoles de pensée ou des modèles de décision en algorithme, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Honnêtement, c'est vraiment super, mais j'aimerais ça rebondir justement sur le fait, vous mentionnez les programmeurs, ceux qui justement développent ces technologies, l'intelligence artificielle, les algorithmes, etc. Étant donné qu'ils ont quand même un gros pouvoir entre leurs mains, qu'ils ont accès à une technologie, qu'ils ont une capacité d'influence très élevée, notamment par exemple, évidemment, les véhicules autonomes, qu'ils ont justement une capacité de décider la vie ou de mort d'une personne si jamais il y a une situation critique et le véhicule doit prendre une décision. Est-ce que je continue tout droit et je blesse 3 personnes ou est-ce que je tourne à droite et par accident, je suis obligé de tuer quelqu'un, un malheureux innocent? Ma question, c'est vraiment la suivante. Est-ce qu'à cause de ça, les développeurs de ces nouvelles technologies
technologies devraient être tenues à un plus haut standard en termes d'éthique organisationnelle, étant donné qu'ils ont vraiment un gros pouvoir entre leurs mains, le pouvoir de déterminer comment ces machines prennent des décisions? En fait, c'est une très bonne question. Pourquoi? Moi, j'ai presque envie de vous dire, il n'y a pas que les programmeurs qui devraient avoir ces plus grands standards éthiques, mais tout le monde dans l'entreprise devrait être animé par les standards éthiques. Et vous parlez de questions de pouvoir, ça c'est très important. Mais quel pouvoir aussi on donne à ces programmeurs et jusqu'où est-ce qu'on veut des programmeurs des apprentis sorciers? Et puis j'ose imaginer le genre de conséquences que cela peut produire, ou alors je veux des programmeurs qui ont une grande sensibilité éthique, un jugement éthique, une motivation aussi à agir éthiquement pour par la suite même créer des algorithmes qui respectent justement, comme vous dites, les standards éthiques. Moi, j'ai presque envie de vous dire, en fait, la responsabilité relève aussi de quasiment de toute l'entreprise. C'est toute l'entreprise qui est responsable de traduire l'éthique en pratique. Alors, ça veut dire que ces programmeurs, il va falloir aussi qu'ils soient formés à l'éthique et leur montrer aussi les conséquences. D'abord, c'est quoi la responsabilité? C'est quoi être responsable? C'est quoi une entreprise responsable? C'est quoi ne pas nuire à autrui? C'est quoi avoir des devoirs envers autrui? Tout ça, ce sont des questions, effectivement, que l'entreprise doit, enfin, disons, l'entreprise doit ouvrir ce genre de débat ou de dialogue au sein de cette organisation, avec toutes ses parties prenantes, avec les programmeurs, mais aussi avec tous les services. Et on ne peut pas dire que telle personne elle est plus imputable que d'autres. Tout le monde est imputable, tout le monde est responsable, si vous voulez, de l'éthique en pratique ou de cette forme de sagesse pratique dans l'exercice de nos fonctions, qu'on soit gestionnaire, qu'on soit programmeur, qu'on soit financier, auditeur ou directeur général, etc. Super, merci beaucoup. On peut passer à une autre question. Mathéo, je te laisse. Ouais, ouais, pas de souci. J'aimerais bien, Fatima, j'ai adoré la réponse. Moi, je veux juste dire, je suis encore sous le choc, je suis encore juste à tout assimiler. Ça prend un peu de temps, mais c'était parfait. Je voudrais rebondir sur quelque chose. Marc, alors moi, je voudrais juste savoir, est-ce que l'intelligence artificielle, elle possède comme un potentiel de simplifier une tâche pour la tâche des auditeurs lorsqu'il est question de faire de l'audit des états financiers d'une organisation. Comme je sais que cette question, je vous la pose plus à vous parce que je sais que c'est plus votre domaine, mais je veux savoir votre point de vue. Oui, oui, je pense que oui, ça peut simplifier beaucoup le travail, surtout les tâches répétitives. Et ça apporte aussi une valeur ajoutée. Vous savez, un auditeur peut maintenant, avec l'intelligence artificielle, faire une analyse de milliers de transactions comptables Mhm. et financières dans l'espace de quelques minutes. Donc, le travail est beaucoup simplifié. On peut s'en servir aussi pour identifier des transactions qui sont suspectes, des transactions qui sont inhabituelles. Donc, oui, pour les auditeurs, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est merveilleux parce que ça leur permet de faire un travail. Avant, on prenait un échantillon. Mais à ce temps, on peut quasiment de prendre 100% de tout l'échantillon, si vous voulez, de toutes les données, parce que l'intelligence artificielle nous le permet. Et à partir de là, elle va sortir certaines transactions qui sont plus suspectes, et de là, on va faire nos tests. Donc, le travail des vérificateurs est rendu beaucoup plus simplifié et plus pertinent pour le client aussi. Pendant longtemps, on disait qu'un auditeur ne cherchait pas à trouver la fraude. À cette heure, avec l'intelligence artificielle, on pourrait techniquement, on fait notre même travail qu'on fait pour la vérification, aussi soulever peut-être certaines discussions au niveau de la fraude en fonction de l'analyse qui a été faite. Donc, pour les auditeurs, c'est quelque chose qui est vraiment bien perçu. Et même divers cabinets, grands cabinets, ont développé leur propre intelligence artificielle. Donc, ils ont investi pour avoir leur intelligence artificielle à eux. En parlant de l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que justement, pour rebondir, ce serait comme une question pour vous deux, Marc et Fatima. Je vais commencer d'ailleurs d'abord avec Marc. Je voudrais savoir, pour rebondir justement à cette question, est-ce que vous pensez que justement, cette intelligence artificielle-là, elle peut bénéficier pour les employeurs et les employés? Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à ça? Bien oui, c'est certain qu'il faut faire attention aussi. Je vais donner un exemple. On peut, comme tel, dire, OK, si je veux contrôler ce que mon employé fait, je veux ouvrir la caméra durant les heures de bureau. Certains employés vont se sentir confortables, d'autres vont se sentir non confortables. Avec l'intelligence artificielle, on pourrait même aller avec des drones
Il pourrait y avoir un drone qui survole votre maison pour s'assurer que vous êtes bel et bien dans la maison. On pourrait prendre votre téléphone cellulaire avec Google Maps, de dire, OK, bon, vous avez le téléphone cellulaire de l'entreprise, on va voir comme tel où est-ce que vous êtes géolocalisé. Oui, vous êtes chez vous. Ou, ah, c'est drôle, vous êtes dans un endroit ouvert où est-ce que vous êtes après jouer à un sport, alors que vous êtes supposé être au travail. Donc, ça aussi, ça pourrait causer certains problèmes si on ne définit pas bien ce qui est l'accès à la vie privée des employés ou à la protection de la vie privée, encore mieux. Fatima? Donc, est-ce que tu penses que toi, Fatima, est-ce que tu penses justement cette limite entre être employé et être à domicile, de la vie privée, la vie professionnelle à la vie privée, la limite, comment on peut éthiquement la démontrer, hein? C'est complexe. Mais écoutez, moi, en fait, ce que j'ai envie de vous répondre de manière spontanée, effectivement, comme l'a dit Marc, vous savez, l'intelligence artificielle, il ne faut pas non plus la diaboliser. Effectivement, il y a des choses extraordinaires là, qu'elle peut nous proposer, nous offrir, ne serait-ce qu'en termes justement de santé, sécurité, etc., de prévenir des incidents et tout. Mais en même temps, il va falloir aussi faire très attention parce que ça peut venir aussi, comme on dit, avec un paquet d'effets négatifs, comme vous l'avez dit, d'intrusion dans la vie privée des gens, effectivement, et même de faire perdre la confiance d'une partie envers une autre. Donc, il faut faire très attention parce que lorsque, par exemple, une entreprise va installer des dispositifs pour surveiller le personnel, ben, quel est le message, en fait, qu'on envoie là, un message subliminal? Ça veut dire, je ne vous fais pas confiance, mes chers employés. Ouais. Donc, puisque je ne vous fais pas confiance, ça veut dire que la culture de l'entreprise, elle est basée sur la méfiance. Alors, quand on dit ça, effectivement, c'est carte blanche au développement de tous ces petits gadgets ou outils qui vont nous permettre effectivement de pister ou de surveiller nos employés. D'accord? Ouais, mais en même temps, oui, pardon? C'est des gadgets un peu plus pour l'employeur que pour l'employé. Hein. Oui. Et ça va être l'employé qui va malheureusement devoir vivre avec ça. Et à la limite, ce que ça va pousser, c'est que l'employé lui-même va commencer à s'auto-censurer, à s'auto-réguler, s'auto-surveiller lui-même en disant oui, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me surveille, etc. et tout, parce qu'on ne me fait pas confiance. Est-ce qu'on a envie d'une entreprise où justement il y a cette culture de méfiance? Est-ce que les employés vont rester aussi? Aujourd'hui, on parle de tout l'enjeu de la rétention des gens extrêmement qualifiés, du personnel, etc. Est-ce qu'une personne a le goût de travailler aussi dans une entreprise où elle sent qu'elle est surveillée par différents dispositifs? Oui, c'est ça, observer. Ce que je pourrais peut-être suivre un peu ce que Fatima disait. Je vais donner un exemple dans le domaine universitaire. Dans le domaine universitaire, on a une problématique en ce moment parce que c'est des examens qui sont en ligne. Et là, on se demande toujours, est-ce que c'est bel et bien l'étudiant qui est derrière l'ordinateur quand il fait l'examen ou il y a quelqu'un avec lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre à sa place? Donc là, vous savez, tantôt, Fatima disait, c'est une question de confiance. À l'examen, on fait signer ce qu'on appelle une clause de ce qu'on appelle fraude académique. Donc, vous dites que vous ne participerez pas à une fraude académique. Parfait. Donc, on avait un logiciel qui est disponible qui fait en sorte que le professeur peut ouvrir la caméra de l'étudiant ou de l'étudiante durant son examen. Certains étudiants et étudiantes ont dit, nous, on n'aime pas ça, c'est une intrusion de notre vie privée. Si vous ouvrez la caméra quand je suis chez moi, vous allez voir ce que chez moi a l'air. Oui, donc l'université a dit, OK, pas de problème, ce qu'on va faire, on va tout vous fournir un background virtuel. Ouais. Donc, vous allez avoir un fond d'écran qui va être virtuel. Donc, tout ce que je vais voir, c'est vous, et je ne verrai pas les gens qui vous entourent ainsi que votre domicile. Et ça aussi, ça a créé beaucoup, beaucoup de problématiques. Et moi, quand je suis professeur à l'Université d'Ottawa, on n'a plus besoin de problématiques. On a dit, non, pas de problème. On a donné, nous autres, à ça, on arrête. Au final, c'est difficile de délimiter la ligne entre qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies et qu'est-ce qui est too much. J'en profite pour rebondir sur une question que j'adresse un petit peu à vous deux. Est-ce que vous pensez que justement l'utilisation de ces technologies-là par les gestionnaires, ça n'encouragerait pas d'une certaine façon des pratiques de micromanagement parce que ces gestionnaires justement ont accès aux données personnelles de leurs employés ou peuvent s'octroyer l'accès de ces données par le biais de l'utilisation de ces technologies? Oui. Moi, je pense que c'est pas uniquement du micromanagement, c'est plutôt de l'intrusion que tu peux faire et ça va te servir à quoi?
Par exemple, de savoir à quelle heure que l'employé est arrivé le matin, à quelle heure qu'il a quitté, ça, il n'y a aucun problème. Mais de savoir si le soir, l'employé est chez lui versus aller fêter, même bien, on ne peut plus fêter, là. On pourrait dire les couvre-feux. Dans un monde. Dans un monde post-COVID. Ouais, c'est ça. Tu n'étais pas supposé. Donc, je pense que ce n'est pas juste une question de micro, parce que le micromanagement, au pire, ça gère. Mais c'est le fait de dire l'information qui est recueillie, qu'est-ce que vous allez en faire et comment vous allez la protéger. Si moi, je recueille de l'information sur vous, j'ai un devoir de la protéger aussi, de ne pas la rendre accessible à tout le monde. Il y a ça aussi. C'est beau l'obtenir, mais comment on la protège, cette information-là? Ça veut dire, d'un côté, les employés peuvent être en danger à cause de leur employeur, si jamais il y a une attaque extérieure. Oui, effectivement. Mais vous savez quoi? Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans tout ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être des applications. Moi, je le vois, par exemple, avec Microsoft, là, il y a la fameuse My Analytics. Vous savez que chaque semaine, un employé peut recevoir un peu le bilan de la semaine et on lui dit, ben, tu as passé tant de pourcentage dans les réunions, tant de pourcentage à lire tes courriels, etc. Et tout. Donc, on peut déduire le pourcentage où vraiment j'étais là en train de travailler mes dossiers. Remarquez, c'est bien et c'est pas bien. Oui, parce que l'employé peut se dire, oh là là, je suis vraiment surveillé, etc. On sait exactement combien de temps ça m'a pris où je passe combien de pourcentage dans la semaine je passe à répondre à des courriels, à lire des courriels. Mais en même temps, ce que ça peut envoyer un message au gestionnaire, c'est est-ce que tu n'es pas trop souvent dans les réunions? Est-ce que et un peu moins pour travailler tes dossiers ou vice-versa, etc. Ou est-ce que finalement, si on voit que tu passes quand même 35% de ton temps de la semaine juste à lire et à répondre des courriels, est-ce qu'on n'a pas un sacré problème à ce niveau-là? On est inondé de courriels, etc. Donc, voyez-vous, on peut voir le problème de différents angles. Et encore une fois, pour moi, à la limite, la question principale, c'est quelle est la finalité de développer des outils comme ça? Mais on cherche quoi? Toujours se poser l'objectif. Est-ce que c'est pour faciliter les tâches, pour rendre la vie plus agréable à nos employés? C'est pour les surveiller parce qu'on ne leur fait pas confiance? C'est plutôt pour ne pas les exposer à des risques au niveau de leur santé, sécurité, etc. Pour moi, je pense que c'est une question cruciale et je crois que Marc doit être d'accord avec moi, mais c'est toujours quelle est la finalité ou l'objectif derrière la création de ce genre d'outils? Ouais. C'est toute une thèse que vous nous avez posée, mais écoutez, je suis bien d'accord avec vous. N'hésitez pas si jamais, petite pause, n'hésitez pas si jamais, chers auditeurs et chers webinaires, si je peux dire ça, n'hésitez pas à répondre si vous voulez, poser une petite question ou répondre. On est toujours ouvert à la discussion extérieure. Absolument. Alors maintenant, j'aimerais aborder une autre question avec vous, Marc. Donc, j'aimerais savoir, quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense aussi au machine learning. Donc, le machine learning, pour ceux qui ne sont pas trop familiers, c'est le processus par lequel une intelligence artificielle apprend pour se perfectionner. Et ma question pour vous, en fait, c'est la suivante. Donc, comment on peut justifier l'utilisation des intelligences artificielles, sachant que c'est des technologies qui sont toujours en constant apprentissage par le biais de la façon dont ils apprennent? Ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné que c'est des machines qui, par le machine learning, apprennent en cours d'étape, j'imagine que peut-être qu'elles sont, je veux dire en anglais, prone to error ou sujet à erreur. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Je pense que oui, dans le concept de machine learning, c'est un peu ça. On donne beaucoup d'informations, de données à la machine pour qu'elle puisse faire une rationnelle et décider, OK, selon ce qu'on me dit, à 75% des fois, c'est ce que je devrais faire. Moi, je me souvent ça, le machine learning, un peu à comment on élève un enfant. Vous savez, vous avez un enfant, quand il vient au monde, votre enfant est de type asocial. Il n'est pas social. C'est vous qui lui dites, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si vous commencez à tolérer beaucoup de choses, vous dites, c'est pas grave, si tu voles juste les petits amis qui sont moins gros que toi, qui sont moins forts que toi, mais à ce moment-là, il va toujours prendre avantage des plus faibles. Donc, le machine learning, c'est un peu ça qui est dangereux aussi. Il faut qu'on soit consistant, il faut qu'on mette de l'information qui est bien. Donc, il faudrait quasiment qu'il y ait un genre de filtre éthique avant qu'on rentre l'information dans la machine. Parce que vous savez, des fois, il y a des comportements qu'on fait qui ne sont pas bien. Est-ce qu'on veut vraiment qu'ils soient reproduits? Si on est impatient, si on est anxieux, est-ce qu'on veut vraiment partager? Et c'est ça qui est souvent le plus difficile. Puis, on prend l'exemple de IBM avec leur méga machine qui s'appelle Watson. Ce qu'ils font, c'est qu'ils le prêtent aux universités en disant, bien, vous allez prendre vos étudiants, puis vos étudiants vont rentrer beaucoup de données. Et ça va faire en sorte que Watson va être capable
de prendre de bonnes décisions rationnelles. Moi, je n'ai aucun problème tant et aussi longtemps que qu'est-ce qu'on rentre dedans, c'est de la bonne chose. C'est un peu comme votre corps. Si vous mettez de la nourriture qui n'est pas bonne dedans, bien, techniquement, votre corps devrait marcher moins bien, selon moi, alors que si vous mettez juste des bonnes choses. Donc, si la machine learning, c'est ça qui peut être dangereux. Il faut avoir le temps de filtrer l'information et de s'assurer que l'information est conforme à un code d'éthique, est conforme aux valeurs de l'entreprise, et non pas juste dire, oui, quand ça arrive, voici ce que tu devrais faire. Point final. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir être très, très attentif. Et malheureusement, souvent, les programmeurs ne sont pas les meilleurs pour ça. Combien de fois qu'ils vont dire à l'utilisateur, tu dois faire le sign-off, tu dois dire que qu'est-ce qu'on t'a développé, c'est correct. Bien, moi, chaque fois qu'on me dit ça, je me dis toujours, ça veut dire que toi, en tant que développeur, tu ne savais pas vraiment ce que tu faisais. Tu m'as écouté, puis en fonction de ce que je t'ai dit, tu l'as fait. Mais moi, j'aurais aimé ça que tu m'apportes une valeur ajoutée en disant, c'est beau ce que tu dis, mais ce que tu dis, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et là, à la fin, on s'entend. Donc, ça aussi, je pense qu'il va y avoir du développement à faire, mais au moins, c'est positif. On veut faire en sorte que l'ordinateur va apprendre les bonnes choses qu'on suppose. J'aimerais bien rebondir sur quelque chose que vous avez dit tantôt, Marc. Vous avez parlé de nourriture, vous avez parlé de malnutrition, de tout ce qui était en rapport avec l'alimentation. Et ça me fait rebondir sur quelque chose, c'est que je sais que la compagnie de jeux vidéo qui s'appelle Blizzard, ils ont fait plusieurs jeux très connus. Sur Internet, Blizzard, premier lien, vous trouvez sans problème. Eh bien, je sais qu'ils offrent des compensations aux employés qui utilisent la technologie Fitbit. C'est l'application et c'est la montre aussi qui permettent de mesurer le niveau de santé et d'en partager l'information. Ça veut dire que via la montre, on peut savoir comment était le rythme cardiaque, comment était ceci, comment était cela, tous les problèmes de toutes les données en rapport avec la santé. Et moi, je voudrais juste rebondir sur jusqu'où nous pouvons justifier le gain d'efficacité lié à l'utilisation d'une nouvelle technologie lorsque ces dernières ont été incitées à la confidentialité des employés. Parce que la Fitbit, ça rentre quand même, si Blizzard a les données de la Fitbit que l'employé porte sur la main, ça veut dire qu'il y a une partie de la vie privée de l'employé. Donc, est-ce que ça pose un problème de confidentialité entre employés et employeurs au sein d'une entreprise? Bien, je pense que ça peut même causer des problèmes au niveau de l'embauche. Vous savez, Oh. ou du moins peut-être juste conserver l'employé au sein de l'entreprise. On pourrait dire, ah bien sûr, la Fitbit, t'es gros, donc je fais de la grossophobie. Et Dieu sait que moi, je veux pas ça. Non, mais tu sais, techniquement, tous ceux qui ont ri, là, c'est pas tellement éthique de votre part. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes plus. Moi, je ne vous trouve pas gros, vous êtes plus stock. Tu es très gentil, c'est enregistré, c'est pas grave. Mais non, ce que je pense, c'est ce qui va être dangereux, c'est que si l'employeur décide de dire, OK, bon, mais avec la Fitbit, je me suis rendu compte que tu as dormi juste 6 heures cette nuit, puis tu as eu un sommeil qui a été saccadé, donc ça fait en sorte que tu ne me donnes pas la meilleure performance que je peux m'attendre au niveau du travail. Ça pourrait ça aussi. Puis avec la Fitbit, une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la vie personnelle. Qu'est-ce qu'il y a si deux personnes décident qu'ils s'entendent bien, mais que l'employeur se rend compte qu'en dehors des heures du travail, ces deux personnes-là sont à moins de 2 mètres le soir? Qu'est-ce qui va arriver? Il y en a qui vont dire, écoute, ça c'est ma vie personnelle, j'ai le droit de voir qui je veux, j'ai le droit de passer du temps avec qui je veux, alors que d'autres personnes vont dire, pas sûr, moi, que je suis vraiment intéressé que tu saches. En milieu de travail, je respecte les règles, mais chez moi, je peux faire ce que je veux, je peux aller où ce que je veux. Donc, ça aussi, selon moi, mais peut-être, Fatima, toi, tu aurais des points à ajouter. En fait, moi, j'ai pensé tout de suite à quelque chose, Mathéo, quand vous avez posé votre question à Marc sur justement le rythme cardiaque, la Fitbit, etc. Moi, personnellement, vous savez ce que ça me dit? C'est un peu dangereux parce que je me dis, si l'entreprise commence à juger ou à évaluer le personnel ou ses employés en fonction de toutes ces données biologiques, là, je vous dirais, ben, ça veut dire que, est-ce qu'ils ont un référentiel là, pour dire c'est qui l'employeur parfait, là, ça dort combien d'heures, ça a quel rythme cardiaque, est-ce que ça fait du sport ou pas, etc. Et tout. C'est extrêmement dangereux parce que ça veut dire que ça va être l'arbitraire et on a un référentiel, mais ce référentiel, il est bâti à partir de quoi? Qu'est-ce qui me dit qu'une personne probablement qui dort 7 heures et qui fait du jogging tous les matins, est-ce que ça veut dire qu'une personne qui dort 10 heures et qui est sédentaire est moins bien? Est-ce que c'est un employé moins performant? Peut-être pas.
Est-ce qu'une personne qui dort 5 heures, justement, est-ce qu'on devrait se méfier d'un employé qui dort 5 heures et puis qui fait même 3 heures de sport? On va se dire, oh là là, qu'est-ce que ça me dit? Alors, voyez-vous, alors c'est ce genre de questions qu'on devrait se poser si on veut, à la limite, évaluer un employé ou porter un jugement en fonction de ses données biologiques, se dire, ça veut dire que ça me prend un référentiel de l'employé, entre guillemets, parfait avec telle donnée. Mais ça, c'est un discours extrêmement dangereux. Absolument. Justement, j'en profiterai aussi pour ajouter, parce que là, on parle surtout de l'utilisation justement d'une technologie qui est censée être utilisée uniquement pour nous, en fait, pour notre bien-être et qui serait dans les mains d'un employeur. Mais ça me fait penser aussi au niveau du recrutement aujourd'hui, comme Marc parlait du recrutement au début. Je pense que ça devient quand même d'actualité que les gestionnaires RH d'aujourd'hui, ils utilisent l'intelligence artificielle pour faciliter leur travail lorsqu'ils recherchent de nouveaux employés. Mais moi, ça me fait poser la question en réalité que bien que c'est un système qui a l'air quand même très avantageux, qui fait gagner beaucoup de temps aux gestionnaires RH, est-ce que c'est vraiment une bonne chose quand on pense au fait que c'est un processus décisionnel qui est quand même assez compliqué et difficile? Pourquoi on devrait utiliser ces technologies-là, en fait, sachant que c'est un processus qui est quand même très compliqué, alors qu'on sait très bien qu'au final, l'intelligence artificielle, c'est surtout bon pour des tâches répétitives? Écoutez, votre question, elle est très, très pertinente. Et vous savez, elle mérite qu'on s'arrête un petit moment et qu'on analyse ça comme il faut. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, vous savez, ça, c'est la génération de Marc et moi, à l'époque, quand on cherchait du travail. 40 ans. Il n'aime pas quand je lui dis ça. Écoutez, vous êtes quand même plus jeune que nous. Vous savez, il y a 30 ans, là, il n'y avait pas toutes ces machines, tous ces logiciels extrêmement sophistiqués pour faire la présélection du personnel. Moi, je me souviens, on écrivait nous-mêmes nos lettres de motivation à la main, parce qu'à l'époque, il y a 30 ans ou 40 ans, il y avait même des graphologues dans les entreprises pour, à la limite, avoir un portrait psychologique juste à partir de notre style, etc. Et puis, les personnes, comme vous dites, qui ont la responsabilité de nous recruter, devaient quand même lire tous les CV, toutes les lettres de motivation, ou à la limite lire ça en diagonale, et puis par la suite décider quelles personnes on va convoquer pour des entrevues. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Dylan et Mathéo, et ça Marc le sait aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, une entreprise, des fois, elle reçoit, dès qu'elle fait un affichage, mais elle peut recevoir 200, 400, 600 CV. Alors, automatiquement, il va y avoir des logiciels de présélection parce que qui a le temps? D'abord, qui a le temps? Il faudrait une armée. Qui a le temps de lire 600 lettres de motivation, 600 CV, etc. Alors, il y a des logiciels de présélection qui vont être programmés de sorte à ce qu'on va éliminer, d'accord, beaucoup de CV. Et probablement, on ira seulement du principe en se disant, tiens, si par exemple dans la lettre de motivation et dans le CV, il n'y a pas tous les mots-clés que nous, on a mis dans l'affichage. Admettons, dans l'affichage du poste, on recherche quelqu'un qui sache évaluer, gérer. Par exemple, disons des mots-clés comme ça. Et puis, si dans la lettre de motivation, dans le CV, vous n'avez à aucun moment mis ces mots, automatiquement, vous allez passer dans la moulinette, vous allez être éliminé. D'accord? Jusque-là, naturellement, le candidat ne le sait pas toujours. Ouais. Jusque-là, ça va. Là où ça devient extrêmement, là où à la limite, où ça peut poser un questionnement éthique et moral, c'est est-ce que je ne vais pas mettre des billets particuliers pour éliminer arbitrairement des candidats? Je vous donne un exemple simple. Admettons une entreprise installée à Laval. Nous, on est à Montréal, d'accord? Un exemple simple. Imaginez un tant soit peu que l'entreprise à Laval ait programmé son algorithme de sorte à ce que élimine-moi tous les CV à l'aliment tous les CV où les codes postaux ne sont pas à Laval. Parce qu'elle part d'un principe ou même d'une présupposition de base. Je n'ai pas envie d'avoir d'employés qui viennent de Montréal, qui fassent le voyage. Ils vont souvent prétexter le retard à cause de la congestion sur l'autoroute, à cause d'une tempête de neige, etc. Et j'aime mieux avoir des candidats ou des employés qui vivent à Laval, là où l'entreprise est. Alors, regardez ça, c'est dangereux. Ça veut dire là, vous venez d'éliminer arbitrairement des gens qui auraient pu faire l'affaire, qui auraient pu très bien prendre l'emploi et répondre et donner satisfaction et être une véritable valeur ajoutée. Là où ça devient encore plus méchant, imaginez des billets fondés sur l'appartenance ethnique ou raciale. Alors, écoutez, ça va être la porte ouverte, mais à toutes les dérives inimaginables. Alors, imaginez, regardez moi-même, j'ai un nom exotique. Mon prénom,
On a du mal à le prononcer du premier coup, d'accord? Parce que je suis au Québec, mais dans mon pays d'origine, il se prononce comme Marie-Claude de manière très simple. Imaginez là aussi un algorithme qui élimine arbitrairement des noms comme ça à connotation étrangère ou quoi que ce soit. Alors, là aussi, si on joue à ces apprentis sorciers, c'est extrêmement dangereux. Alors Un là peu aussi, considéré comme du Pardon? racisme. Excuse-moi, c'est un peu considéré comme du racisme. Bien sûr, absolument. Alors là aussi, ce sont des billets 100%. extrêmement dangereux et des critères, d'ailleurs des algorithmes là au niveau du recrutement ou de la sélection du personnel, il peut y avoir des critères d'inclusion, d'exclusion, etc. Moi, je vous montre juste les dérives. Alors encore une fois, et ça rejoint la question que vous m'avez posée en début d'atelier d'Ilan, c'est la responsabilité, justement, les standards éthiques qui incombent à tout le monde dans l'entreprise, pas seulement au niveau des ressources humaines, au niveau de la direction générale, et quelle est la culture éthique qu'on veut. Quand on est dans une entreprise où il y a une culture éthique extrêmement forte, avec des valeurs fortes, vous n'aurez jamais ce genre d'abus, ce genre de dérive pour aller jusqu'à installer des algorithmes qui puissent éliminer arbitrairement de très bons candidats. Mais justement aussi, ça me fait rebondir sur le fait que, est-ce que justement ces pratiques-là, ça encouragerait pas non plus les applicants à essayer, on va dire en parenthèse, de tricher le système en essayant vraiment d'avoir un profil qui correspond exactement à l'algorithme au lieu d'avoir un profil qui pourrait être différent, mais potentiellement plus intéressant? Ben, écoute, oui, Marc, tu veux y aller? Vas-y. Ben, je suis totalement d'accord avec toi, Dylan. Vous savez, les entreprises qui sont cotées à la bourse, très souvent, lorsqu'ils vont émettre leurs résultats financiers, leur rapport annuel, l'intelligence artificielle va passer à travers et va dire aux analystes ça va bien ou ça ne va pas bien. Et c'est rendu un point tel, j'ai parlé à un président d'un conseil d'administration qui me disait, ce que je fais, je prépare ma lettre du président, je la donne à une compagnie qui, eux, s'assure que tout va être positif dedans. Donc, ça va faire en sorte que lorsque le logiciel ou l'algorithme qui est utilisé par les conseillers en placement va l'analyser, ça va paraître comme quoi que ça va super bien, que c'est super positif. Donc, avant même de sortir un message, le message du président est passé à travers l'intelligence artificielle pour s'assurer qu'avec les moteurs de recherche, ça va bien tomber. Je vais vous donner un exemple aussi très, très concret. LinkedIn. Combien de gens aiment ça sur LinkedIn? Et j'avais un étudiant, moi, qui m'a expliqué comment les algorithmes fonctionnaient. Habituellement, quand je mettais des choses sur LinkedIn, j'avais en termes de vues 5 000, 8 000, 10 000. Puis je me considérais bon, j'avais 10 000 vues sur ce que je mettais. Et mon étudiant m'a indiqué, il dit non, c'est les algorithmes. Tout ce que tu dois faire, c'est écrire quelque chose à la main, prends-en une photo, fais sûr que c'est une équation mathématique. Tu vas voir, ça va exploser. Il appelle ça un unicorn. Et en l'espace d'un mois, j'ai eu 310 000 vues. Oh, je l'avais vu en plus, cette affaire-là. Puis pourtant, c'était pas vraiment intelligent. Dans ma tête un petit peu. J'ai mis des choses beaucoup mieux, honnêtement. J'ai mis des choses que je considérais, du moins, moi, beaucoup mieux. Personne ne les aimait. Ben, pas les aimait, mais pas beaucoup de personnes vraiment le regardaient. Alors, j'ai mis quelque chose de très simpliste et tout le monde l'a aimé. Pourquoi? C'est à cause de l'algorithme. L'algorithme faisait en sorte que quand tu ouvrais ton LinkedIn, c'est une des premières choses qui apparaissait, donc tu le voyais. Donc, ça peut être biaisé. Puis une autre chose aussi, je peux vous dire, avec l'intelligence artificielle, il faut faire attention. En Chine, ils avaient développé une intelligence artificielle qui faisait en sorte que tu te regardais avec ton téléphone et ça faisait l'estimation de ton âge. Et c'était relativement précis. OK. Sauf que quand ils ont essayé d'utiliser ce même logiciel sur des Nord-Américains, il y avait des gens qui avaient 317 ans. Parce qu'ils avaient des barbes. Eux, ce qu'ils avaient fait, c'est tout le machine learning qu'ils avaient mis dans leur application, c'était en fonction de gens asiatiques. Okay. Ils n'avaient pas pensé aux non-asiatiques. Donc, ça faisait en sorte que l'âge n'était pas bon, puis que moi, je t'ai perçu comme étant l'enfant de Bouddha. C'est une joke. Tu vas te mon ventre, tu me donnes de l'argent, tu vas être chanceux. Non, mais honnêtement, c'était vraiment ça qui était drôle parce que, donc, c'est ça qu'il faut voir les limites. Moi, je dis toujours, en ce moment, on parle beaucoup des avantages de l'intelligence artificielle, c'est vrai. Il faut voir aussi les limites parce que, comme Fatima mentionnait, on pourrait avoir une très grande problématique lorsque l'intelligence artificielle pourrait servir à discriminer des gens. Et ça, on ne veut pas aller là parce qu'on veut toujours avoir le positif de l'intelligence artificielle, pas avoir le côté sombre de l'intelligence artificielle. Donc, ça devient... Oui, parce qu'au final, c'est un outil qui est extrêmement puissant,
qui a le pouvoir d'influencer les performances d'une entreprise, qui a le pouvoir d'influencer les algorithmes, qu'est-ce qu'on voit sur Internet. Mais au final, si ça se retrouve dans les mauvaises mains, on peut faire autant de tort qu'on peut faire du bien. Hein. Absolument. Marc, je crois que l'enfant de Bouddha a eu le Oui, je veux juste dire, la part est haute pour toi. C'est à ton tour, Fatima, de faire de la blague de la soirée. Jusqu'à date, là, je pense que je suis un petit peu en avance, là, mais je te laisse continuer. Wow. Bon, on a encore le temps, là, peut-être, je dirais un scoop à la fin ou une blague. Je fais une petite aparté. J'adore cette discussion. Je fais une petite aparté. J'ai l'impression que c'est une bonne discussion. En plus, il y a des gens, ils sont là. Je vais regarder 2 secondes si j'ai un petit commentaire. L'enfant de Bouddha, la joke de la soirée. La joke de la soirée. L'enfant Bouddha, la joke de la soirée. Très belle dynamique et on en apprend beaucoup. Merci Thomas, c'est très gentil. Merci, c'est gentil, merci. Écoutez, on parle de problèmes, justement. On parle de problèmes avec les algorithmes, avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça peut être mauvais comme qu'est-ce que ça peut être bon? Ben là, j'ai une petite question pour vous, Fatima. Dans l'éventualité, justement, où cette technologie-là commettrait une erreur, par exemple, à cause du machine learning, il y a dans une entreprise, il y a une erreur qui est commise à cause de cette technologie-là. Au final, le blâme, il est porté sur qui? Est-ce qu'on le porte au programmeur qui a peut-être fait une erreur dans le code? Est-ce que c'est simplement juste la machine? Comment on responsabilise les actions d'une technologie qui, évidemment, n'est pas humaine? Écoutez, c'est une bonne question. Je vais peut-être vous choquer ou vous surprendre. Moi, déjà, la culture du blâme, moi, je rejette ça. Moi, je préfère démythifier, si vous voulez, l'erreur et ne pas parler de blâme. L'erreur est humaine. Alors maintenant, effectivement, une machine, elle a aussi été créée pour tomber en panne aussi. On le sait, une machine peut briser, un être humain peut se tromper. La question n'est pas de trouver un coupable. Moi, plus la question, ça serait qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut corriger ça pour que ce genre d'incident ou d'erreur ne se reproduise pas? Effectivement, c'est bien de faire un travail d'introspection et prendre du recul et de se dire qu'est-ce qui appartient à l'humain au niveau de cette dysfonctionnalité qui est arrivée et qu'est-ce qui appartient probablement au codage, comme vous dites, ou à la machine. Et par la suite, mettre en place les mesures, à la limite qui s'imposent, pour encore une fois éviter que ce genre d'incident ou d'erreur ne se reproduise. Mais encore une fois, blâmer, trouver un coupable, etc., moi, j'aime mieux tout de suite me retourner vers des pistes de solutions et qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il faut s'attendre, vous savez, tant qu'il y aura des machines, il y aura effectivement des pannes. Regardez, là, on a un système d'électrification extraordinaire, ça ne nous empêche pas d'avoir des pannes de courant. Qu'est-ce qu'on fait? On allume des chandelles, au pire des cas. Alors, voyez-vous, on blâme personne, c'est des choses qui arrivent. Parfait. Est-ce que ça répond à votre question, Dylan? Non, ça répond très bien à ma question. Moi, j'ai une autre question en tête pour Marc, à moins que Mathéo, j'aimerais ça peut-être te laisser la chance si tu as d'autres. Non, je t'en prie, tu étais bien parti. Moi, je laisse ta chance. Tu étais en pleine action. C'est parfait. Donc, Marc, pour revenir un petit peu plus au niveau financier, donc évidemment, je pense que c'est à la connaissance de tous que dans le passé, surtout récemment, dans les 20 dernières années, il y a eu beaucoup de scandales financiers. Évidemment, la crise financière de 2008, qu'est-ce qui s'est passé avec la compagnie Enron, etc. Ma question pour vous, on a déjà démontré que par le biais de votre réponse que l'intelligence artificielle peut aider justement contre la fraude, mais est-ce qu'elle pourrait aussi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que ces technologies-là vont permettre justement d'éviter ou au moins de limiter d'autres scandales financiers dans le futur à venir? Oui, je pense que oui, parce que, vous savez, souvent, lorsqu'il y a de la fraude, ce qui arrive, c'est qu'une personne est victime. C'est logique. Donc, la victime, souvent, elle est victime parce qu'elle a fait confiance à quelqu'un, parce que le fraudeur a été capable de développer un lien de confiance. Mais malheureusement, avec un robot ou avec l'intelligence artificielle, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas utiliser ces éléments-là qui sont si fondamentaux aux fraudeurs d'essayer de vous convaincre et de vous faire croire à l'impossible. Alors que l'intelligence artificielle est très rationnelle. Donc, elle va faire, tu me dis quelque chose, c'est la contradiction avec ce que tu me dis. Dans mon domaine, on disait souvent listen to the lies and follow the money trail. Donc, écoute les mensonges que les gens vont dire, mais fais la suite de l'argent.
ce qui est merveilleux avec l'intelligence artificielle, c'est que tu n'as même plus besoin d'écouter les mensonges. L'intelligence artificielle va dire, rentre la transaction, elle est rejetée ou elle est acceptée. Elle ne se sent pas mal de rejeter ta transaction parce qu'elle dit, il manque quelque chose. Et je crois que ça va devenir, si on peut mettre les bons contrôles, encore une fois, il faut mettre les bons contrôles en place. Puis souvent, des personnes vont être frustrées en disant, c'est bien trop long, ça prend bien trop de temps. Moi, je m'excuse, mais chaque fois qu'on me dit ça prend trop de temps, je me dis, est-ce que c'est parce qu'on met vraiment les vrais contrôles en application? Si oui, moi, ça me rassure. Vous savez, des fois, quand on juste avec votre courriel, des fois, vous avez une double vérification. Oui. Certaines personnes disent, ça, c'est plate, ça. Je pourrais-tu juste le sauvegarder puis juste cliquer dessus? Combien de personnes enregistrent leur mot de passe dans la mémoire pour dire, je n'irai pas le rentrer à chaque fois? Mais là, ça sert à quoi dans ce cas-là d'avoir un mot de passe si tu l'enregistres? Si quelqu'un prend ton ordinateur, il a accès à tous tes mots de passe. Donc, c'est un peu cette même logique. Alors que les ordinateurs, l'intelligence artificielle, n'aura pas cela, n'aura pas d'émotion, ne dira pas, ça prend trop de temps, je perds mon temps, je pourrais faire d'autres choses. Pour eux, tout devrait être cartésien, tout devrait être répétitif. Donc, je pense que oui, ça peut aider beaucoup. On a juste à penser au guichet automatique. Ouais. Le guichet automatique, c'est tout informatisé à ce temps. Est-ce qu'on entend des fois des gens qui vont dire, bien, le guichet ne m'a pas remis la somme correctement? Alors qu'avant, au comptoir, ça pouvait arriver que les billets de 20 $ collent ensemble. À ce temps, avec la machine, on n'entend pas souvent, du moins, moi, ça ne m'arrive pas. Je n'ai pas entendu souvent quelqu'un dire le guichet m'a volé. Je n'ai pas entendu ça souvent. Il m'en a trop donné, encore moins souvent. Non, c'est ça. Donc, au final, si j'ai bien compris, c'est vraiment le fait que l'absence de nature humaine crée qu'on évite des erreurs potentielles qui seraient causées, par exemple, par la fatigue ou toutes sortes de choses qui fait qu'au final, on ne ferait pas nécessairement toujours notre job aussi bien qu'on aimerait le faire. Fatima, est-ce que c'était pour toi? Non, c'est juste pour conclure. Mais oui, pour conclure, non, c'était un commentaire. Moi aussi, j'étais perturbé par le commentaire. C'est pour ça que j'étais en train de le dire. Dylan, tout à l'heure, quand vous avez posé la question justement sur les modèles de décision, l'IA, parce que là, c'est le sujet de cette thématique, etc. et tout. S'il vous plaît, et même les gens qui nous écoutent là, c'est très important de garder à l'esprit qu'un modèle de décision, là, un algorithme ou quelque chose de très sophistiqué, ça doit rester un modèle d'aide à la décision. Il ne décide pas à ma place. C'est l'humain qui décide. C'est moi, grâce à mon propre jugement, ma sensibilité éthique, ma capacité de discerner. Ça, c'est très important. Ça, ce sont de très belles qualités humaines qui vont rester propres à l'humain. C'est l'humain qui est capable de se perfectionner, de se remettre en question, de s'améliorer. Et c'est très important, même si vous me donnez, moi, les plus beaux modèles de décision, de prise de décision dans une entreprise, d'accord, même au niveau performance financière ou autre. À la limite, oui, le logiciel va peut-être me proposer certaines décisions. Il n'en demeure pas moins. C'est moi qui devrais avoir la responsabilité de prendre la meilleure décision qui me semble la plus appropriée, la plus juste, la plus morale dans le contexte dans lequel je me trouve et avec les parties prenantes avec lesquelles j'interagis, avec toujours en arrière-pensée cette notion, quels sont mes devoirs envers autrui? Ça, c'est très important. Parce que vous savez, pour revenir là, l'IA, le monde des affaires, etc. et tout, imaginez que vous avez un modèle de décision que vous avez programmé là, de sorte à ce qu'il vous donne les meilleures solutions juste pour la performance financière de l'entreprise. Alors, imaginez à quoi vous vous attendez. Probablement un jour, ce logiciel, quand vous allez rentrer vos données, parce que vous l'avez programmé de sorte à aller chercher uniquement la maximisation du profit, par exemple pour les actionnaires, probablement le logiciel va vous dire, si tu veux atteindre telle maximisation de profit, il va falloir que tu congédies 40 personnes. Est-ce que vous allez le faire comme gestionnaire? Allez-vous mettre à la porte 40 personnes avec toutes les conséquences que cela peut avoir? Est-ce qu'il n'y a que la maximisation? Pardon? Juste parce qu'un ordinateur l'a dit. Oui, exactement. Donc, à un certain moment, je me dis, mais non, on a un problème là-dedans. Donc, est-ce que c'est la seule solution que j'ai? Et il y a seulement la performance financière? Il n'y a pas une performance sociétale de manière générale? C'est quoi la valeur ajoutée d'une entreprise? Elle n'est pas que pour les actionnaires. Elle est aussi, c'est quoi les enjeux sociaux, environnementaux? Qu'est-ce que je fais, mon rôle dans la communauté? Alors, ça aussi, c'est très important, encore une fois. Gardez à l'esprit que tous ces modèles, tous ces outils extrêmement sophistiqués, qui ont aussi des avantages extraordinaires, moi je vois dans le domaine de la santé, mais c'est génial que l'IA fasse son entrée.
On pourrait consacrer à la limite un autre atelier ou une autre conférence que sur ça. Et probablement, vous allez inviter des experts. Mais ça doit rester un modèle d'aide à la décision. Ça ne substitue pas à l'humain. Oui, parce qu'au final, ça, je vais vous dire mon opinion personnelle, la difficulté quand on est en organisation, évidemment, chaque organisation a comme objectif de maximiser son rendement, maximiser sa performance. Mais au final, c'est là que ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que quand on programme cette intelligence artificielle, quand on programme ces nouvelles technologies dans la seule optique de maximiser la performance, ben peut-être que ces technologies vont faire des choix qui vont aller à l'encontre, par exemple, d'enjeux éthiques, de décisions éthiques, au profit uniquement de la performance. Justement, votre exemple je ne me suis pas trompé, qu'on renvoyait 40 employés pour maximiser tel ratio, tel rendement, etc. Ben, voilà, ça c'est mon opinion. Peut-être, si je peux me permettre, Diane, il y a en ce moment un regroupement qui a été fait avec la compagnie Apple, Microsoft, Google, Amazon puis Facebook. Ils se sont regroupés, ils ont créé un partenariat dans lequel ils vont faire des recherches au niveau de l'éthique dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu comme si l'industrie s'auto-réglemente. Puis d'un autre côté, il y a aussi une norme internationale ISO qui est après développée en ce moment, justement sur ça, sur l'éthique au niveau de l'intelligence artificielle. Okay. Donc, on va avoir l'industrie jusqu'à un certain point qui va s'auto-réglementer et on va aussi avoir un organisme international qui est réputé, qui va aussi jouer un rôle de surveillance en disant, écoutez, là, parce que comme vous dites, chaque personne peut définir ce qui est bien et ce qui est mal. Hein. On a toute une différente perception peut-être de certaines réalités. Absolument. Ben, écoutez, c'est super à entendre. Je n'étais pas au courant justement au niveau de la certification de l'ISO. J'étais au courant que les Big Tech, comme on les appelle, essayaient justement de se regrouper pour justement utiliser ces technologies pour le bien. Les GAFA. Voilà. Les GAFA, c'est ça. Mathéo, est-ce qu'il te restait une question? Oui. Alors moi, j'aimerais bien, c'est une question, mais c'est une question vraiment un peu plus fun et plus pour qui est tiré de la science-fiction. Je me suis dit, on pourrait donner une petite touche à la fin qui serait un peu plus comme un peu funky, si je peux dire. Moi, c'est une question plus pour Marc, mais Fatima, si tu veux rebondir, t'es la grande bienvenue. Pensez-vous qu'il est possible que l'intelligence artificielle puisse vivre en fait en communauté avec nous, mettons, vraiment vivre dans notre quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui poserait un problème social de une et peut-être après technique de deux et éthique en trois? Je te dirais que oui. Et je regardais l'autre jour, il y avait un reportage. Je crois qu'encore une fois, c'était aux États-Unis ou en Chine. Non, mais je pense que c'était en Chine. Ils ont développé un avatar qui a vraiment l'air de quelqu'un humain. Et c'est une dame, et cette dame-là, elle est au-dessus d'1 million de personnes qui la suivent sur des réseaux sociaux. Et beaucoup d'entreprises veulent l'embaucher comme étant une représentante d'eux. Parce qu'ils disent, tant qu'à embaucher des gens qui, des fois, peuvent avoir des comportements, tu sais, on a des ambassadeurs qui ont des fois des comportements non éthiques et par la suite, ça affecte la réputation de l'entreprise. Ils se sont dit, c'est un avatar. Elle ne peut pas rien faire de mal. Et là, c'est rendu que les gens comme tels s'associent à cette personne-là et si on regarde attentivement, on voit que ce n'est pas une vraie personne. Mais d'un autre côté, on se rend compte que c'est merveilleux. Elle ne pourra pas dire de créer aucune controverse. En ce moment, à l'Université d'Ottawa, on en a commandé 3, son back-order. Non, mais c'est vrai. Pensez-y, ce serait merveilleux. C'est un professeur qui va être programmé. Ce ne serait pas un vrai moi, là, ce serait un avatar, peut-être pas de moi, peut-être de Fatima, un avatar qui dirait juste les belles choses. Parce que des fois, quand on parle, on peut dire des fois des choses que certaines personnes pourraient dire, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Là, ce serait le consensus total. Donc, je pense que malheureusement, peut-être que ça va venir de plus en plus populaire. Heureusement, d'un certain côté, parce qu'au moins, si on l'a bien programmé, la personne va dire des bonnes choses. Mais là, on va trouver dans un monde où il va y avoir des avatars. Peut-être qu'on va se sentir plus confortable de passer une vie qu'un avatar qu'avec une autre personne. Donc, ça, c'est une question, j'ai envie de dire, c'est une question plus éthique. C'est une question plus pas ça pour Fatima. Écoutez, moi, ce qui me concerne, là, vous voulez moi, je suis très curieux. Pour la vérité, je suis très curieux de savoir votre réponse. Attention, je vais vous juger sur votre réponse. Attention.
Écoutez, spontanément, du fond du cœur, contrairement à Marc, moi, je n'ai pas envie d'avoir d'avatar. Écoutez, je n'ai pas envie de vivre avec des robots, vous comprenez? Moi, des gens là qui vivent avec moi chez moi à la maison, des Marc, vous l'avez fait l'argent, peur. je veux pas. Moi, je veux des êtres humains qui ont des émotions, avec qui je peux interagir. Écoutez, cet avatar-là dont parle Marc, il ne pourra jamais poser un véritable regard affectueux sur vous, Mathéo ou Dylan. Seul un être humain peut le faire. Alors, il faut faire très attention. Je n'ai pas envie, j'ai pas envie de la fin d'une civilisation humaine. Non, non, j'exagère. On est en train de parler de choses quand même sérieuses avec beaucoup d'ironie. Non, mais sérieux, écoutez, il y a ce qu'une machine peut faire à la place d'un être humain, et ça, on le sait avec l'intelligence artificielle et tout, mais il y a aussi des choses qu'on ne pourra jamais remplacer. Il y a des machines qui ne remplaceront jamais l'humain. D'accord? Il y a peut-être, bon, moi personnellement, j'ai beaucoup de réserves à ce niveau-là. Je ne sais pas si je serais très à l'aise d'avoir des collègues avatars ou des collègues humanoïdes, là, comme ça. Moi, j'ai beaucoup de réserves, sincèrement. Mais ça, c'est moi. Hein? Oui, chacun son opinion. Oui. Je vous juge. C'est une blague, c'est une blague. Je rigole, je rigole. C'est pas grave, mais justement, est-ce que vous pensez que, parce qu'il y a quelque chose qui ne... Vous parlez, tantôt vous parliez d'amour, d'affection, de tout ce qui est en rapport entre, justement que seul l'humain peut faire, mais est-ce qu'il est possible, peut-être éthiquement et surtout technologiquement pour Marc, que les sentiments provoqués par justement une intelligence artificielle puissent faire ressentir à l'humain comme un vrai sentiment en retour, qui n'est pas simulé, parce que généralement le problème, c'est ça, parce que je pense qu'il y a eu un film là-dessus, justement. Il y a un film qui a été fait, c'était justement ça. L'individu tombe en amour avec Alexis. Ben, c'était pas Alexia, mais c'est un peu semblable à ça. Vous savez, je sais plus quand vous rentrez dans votre maison, vous parlez à votre dame virtuelle, dans votre voiture. Moi, j'ai une voiture, puis je lui parle. Puis elle me dit quoi faire, elle me dit où c'est tourné. Oui. Je ne dis pas que je suis asocial, mais c'est juste qu'il y en a beaucoup. Je veux dire, votre téléphone, parlez, dites quelque chose, puis automatiquement, votre téléphone va vous écouter, il va vous donner une réponse que vous voulez. Donc, jusqu'à un certain point, je pense qu'il faut peut-être, comme Fatima disait, définir ce qu'on est prêt à accepter versus ce qu'on ne l'est pas. Mais moi, je crois qu'au sein des entreprises, pensez-y, il y a beaucoup d'entreprises qui vont sûrement dire, c'est quoi, j'aimerais ça, moi, que... peut-être qu'il pourrait y avoir un patron virtuel. Le patron ne vous fera pas d'harcèlement, ne vous fera pas d'abus psychologiques. Il serait super. C'est un robot. S'il était bien programmé, là, vous allez poser une question, il va vous répondre. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais l'important, je pense, c'est d'être ouvert d'esprit, mais d'être critique. Une ouverture d'esprit, mais de conserver un niveau critique. C'est sûrement ce qui va faire l'éthique au niveau de l'intelligence artificielle. Écoute, Marc, c'est excellent ce que tu viens de dire. Puis moi, j'ai envie de répondre. Comme tu as dit, un patron, par exemple, qui peut répondre, il est programmé pour répondre à telle question. Encore une fois, ça nous renvoie aux hypothèses. Et encore une fois, l'individu, nous-mêmes, ayant une rationalité limitée, est-ce que moi-même, dans le codage, j'ai prévu toutes les questions hypothétiques avec toutes les réponses? Naturellement, non. Donc, j'ai fait une sélection. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce fameux robot va pouvoir me répondre si une question très particulière, complexe, s'impose? Est-ce qu'il aurait ce discernement, cette intelligence humaine de me répondre alors qu'un être humain pourrait le faire? Alors, allez, voyez, parce qu'il y a la spontanéité, etc. Le robot va vous répondre en fonction de toutes les hypothèses qui ont été intégrées dans les codes et les réponses qui vont avec. Oui, non, ceci. Si la personne dit ça, tu réponds ça. Si la personne dit ça, tu réponds ça, etc. Mais à un certain moment, on ne peut pas envisager toutes les possibilités, toutes les hypothèses. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de réserves. Mais tu as raison, Marc, d'un autre sens. Et oui, on vient d'éliminer probablement des irritants. Imaginez un gestionnaire qui a des comportements inacceptables, comme tu l'as dit, vis-à-vis de ses patrons, ou même ses supérieurs, oui, ses collègues ou ses subordonnés. Effectivement, un robot peut-être ne va pas harceler. Parce qu'on a vu au niveau de l'enseignement, certains avatars, donc certains cours qui sont donnés par des professeurs virtuels, il n'existe pas de professeur, il est virtuel. Tous les étudiants l'aiment. Oui, mais tu vois, encore une fois, mais ça c'est moi, j'aime mieux interagir avec un humain, un enseignant. On est dans un transfert de connaissances, on est dans des dynamiques d'apprentissage, dans la spontanéité, dans le discernement.
Moi, je n'ai pas le goût de voir un robot en train de m'enseigner, etc. Ben, Ben, si je prends mon opinion, oh, excuse-moi, Dylan. vas-y, si tu veux donner ton opinion. Oh ouais, parce que je vais donner mon petite opinion. C'est vrai que moi, personnellement, je sais comment j'étudie, je sais comment je suis. Et il est très compliqué, surtout avec la venue de la Covid, la Covid-19. On a vu, bien sûr, tout le monde s'est mis au télétravail, même nous, les étudiants, on s'est mis à travailler chez nous. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte à ce point-là que pour moi, les profs étaient vraiment importants parce que j'arrivais beaucoup moins à apprendre quand je suis chez moi que quand je suis devant quelqu'un et qu'on se regarde droit dans les yeux et qui m'explique, qui il ou elle m'explique vraiment qu'est-ce que les informations dont j'ai besoin. Et je me suis dit que c'est quelque chose, en fait, que finalement, qui me manquait et qui manquait à mon apprentissage. C'est le Absolument. petit point que je voulais mettre. Écoutez, moi, je trouve que ça fait une conclusion assez intéressante parce qu'au final, ça démontre vraiment que le fait que l'éthique en tant que telle, il y a différentes écoles de pensée. On voit très bien déjà Fatima qui n'est pas nécessairement d'accord avec Marc sur la position des avatars. Fait que ça va être intéressant de voir qui va avoir raison dans le futur, dans les prochaines 50, 100 années. Si ça vous convient, Marc, Fatima, peut-être prendre 2-3 minutes, demander au public s'ils ont des questions. Je sais qu'on est vraiment court sur le temps. Je n'avais même pas vu le temps passer. Aucun problème. Oui, bien sûr, bien sûr. Fait que s'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à lever la main. Je vais activer votre micro ou sinon, vous pouvez tout simplement les poser dans le Q&A. Vous êtes les bienvenus. À part ça, si on n'a pas plus, ben, ça va s'arrêter là, je pense, mais on va prendre quelques instants. Je vais regarder le chat. En attendant, c'est ça ce que j'allais dire. Il y a Philippe Maisonneuve, il dit bien sûr, un robot devrait se limiter à certaines hypothèses pour formuler ses réponses, mais à partir du moment où il peut en gérer plus que l'humain, il me semble qu'il nous est strictement supérieur dans sa tâche. Fatima, qu'en pensez-vous? Ah, il va être supérieur. Ben, écoutez, pour tes tâches Ouais. probablement extrêmement complexes, etc., répétitives et tout, oui, il y a peut-être des tâches où la machine va être supérieure à l'homme. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe. C'est Philippe qui a posé la question, c'est ça? Oui, c'est ça, Oui. exact. Mais oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, savez-vous quoi? C'est tout l'enjeu aussi de l'être humain, de l'employé dans une entreprise qui côtoie l'intelligence artificielle. Vous savez, on peut avoir un sentiment de dévalorisation qui est vraiment à prendre en considération en se disant, est-ce que l'humain ne se sent pas un peu à la limite sous-utilisé ou moins intelligent qu'une machine, parce qu'une machine arrive à faire des choses extrêmement même plus rapides, plus complexes qu'un être humain, etc. et tout. Mais encore une fois, écoutez, je ne sais pas, là, Philippe, peut-être c'est votre spécialité. Oui, la machine peut effectivement dépasser peut-être certaines tâches qu'un humain peut faire, mais il n'en demeure pas moins que le discernement, le questionnement restent des qualités humaines extrêmement importantes et qui sont propres à l'humain. Alors, on a Philippe Maisonneuve qui lève la main. Je vais lui activer son micro. Peut-être qu'il veut répondre à ce que vous avez dit, Fatima. Oui. Allez-y, Philippe, challengez-moi. Oui, bonjour Fatima. Merci d'avoir répondu à ma question. En fait, c'est justement la question que je voulais vous poser, c'est pensez-vous que justement ces qualités comme le discernement, le jugement, là pour le moment on dit que l'humain est supérieur à la machine, mais sur quelle base exactement est-ce qu'on se fixe pour dire ça? Est-ce que c'est pas justement notre ego en tant qu'humain qui nous fait dire quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai? Non, parce que regardez Philippe, c'est quoi le discernement? Comme son nom l'indique, c'est la capacité de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors moi, dites-moi Philippe, probablement c'est votre métier, l'informatique ou l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut intégrer ça dans un algorithme? Est-ce qu'une machine serait capable de faire la distinction entre le bien et le mal, de comprendre un problème dans sa globalité et de pouvoir tirer des conclusions qui, pour moi, restent extrêmement, quelque chose qui appartient encore une fois à l'humain. Le questionnement éthique, la sensibilité éthique, la motivation, l'intention d'agir. Regardez quand vous dites qu'un être humain, est-ce que mon intention d'agir, elle est bonne ou pas? Est-ce qu'une machine, on peut parler d'une motivation morale dans une machine, d'une intention éthique ou morale dans une machine? Moi, j'aimerais comprendre. Ou est-ce que ça reste quelque chose qui est propre à l'humain uniquement? Bien sûr, vous avez raison, la machine peut faire des choses
extraordinaire. Et tant mieux. Regardez maintenant, même dans le domaine de la santé, dans des blocs opératoires, vous avez l'intelligence artificielle qui même apporte un confort aux chirurgiens, qui arrive à faire même des microchirurgies de manière extrêmement précise. C'est formidable. Même probablement le chirurgien n'aurait pas... Mais ça reste encore une fois un outil d'aide pour accompagner quelqu'un. Bon, moi, je vous prends l'exemple du chirurgien, mais en même temps, il y a peut-être des cas où seul le chirurgien pourra décider quoi faire et non plus le petit robot qui est avec lui dans le bloc opératoire. Voyez-vous mon point? C'est celui-là. Sauf qu'à partir du moment où le petit robot, justement, sera plus performant que le chirurgien à tout point de vue, et ça, on peut imaginer que ça arrivera éventuellement si la technologie continue d'évoluer au fil des siècles et des années. Dans ce cas-là, je suppose que votre réponse serait très différente. Oui, alors Philippe, et ma question que j'aimerais vous poser, est-ce que personnellement, là, j'aimerais pas me faire opérer et rentrer dans un bloc opératoire, il n'y a que des robots qui vont subir qui vont me faire cette opération. D'abord, parce qu'encore une fois, vous êtes bien placé pour le savoir, une machine peut tomber en panne. Qu'est-ce qu'on fait si on a soustrait tout l'humain d'une salle d'opération et qu'on laisse que des robots faire cette intervention chirurgicale? Qu'est-ce qui arrive en cas de panne, en cas de dysfonctionnalité et qu'il n'y a aucun humain présent? Est-ce qu'on va mettre la vie d'un être humain en danger parce qu'effectivement, on a surestimé le pouvoir de la machine? La véritable question que j'ai envie de vous poser, c'est à partir de quel moment le fait de mettre un humain ne met pas justement plus la vie de la personne en danger? Wow. Écoutez, bon, là, je vais vous garder avec moi jusqu'à 10h du soir. Non, écoutez, je pense qu'il va m'arrêter de rebondir comme ça. Non, mais c'est intéressant. En fait, écoutez, quand l'humain, naturellement, peut faire des erreurs, on le sait, mais un chirurgien n'est jamais seul hein, dans une salle, on le sait, etc. Maintenant, les risques sont toujours mesurés. Naturellement, écoutez, n'importe quel praticien, on peut sortir même du domaine médical, même dans le domaine informatique ou finance, etc., on sait jusqu'où on peut aller, on sait quels risques on peut prendre et quels risques ne pas prendre. Et on va essayer effectivement de mettre en place un certain nombre de procédés ou de systèmes qui vont nous permettre d'éviter une erreur qui a des risques à la limite de fatalité, etc. et tout. Et encore une fois, la machine, oui, c'est un excellent outil d'aide à la décision qui peut m'accompagner, probablement rendre ma vie beaucoup plus confortable. Et moi, dans ce cas comme humain, je vais me concentrer à des tâches qui sont beaucoup plus valorisantes, beaucoup plus intellectuelles, qui font appel justement à mes qualités d'être humain avec sa raison, sa liberté, et que la machine, je vais lui réserver un certain nombre de tâches qu'elle sera d'ailleurs capable de faire, même beaucoup mieux que moi et beaucoup plus vite que moi. C'est en fait, encore une fois, là aussi, c'est une question de discernement. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que l'humain garde comme tâche? Et qu'est-ce que je peux sous-traiter à une machine, à un robot, etc. Parfait. Écoutez, je vous remercie pour votre réponse. Bon, ben honnêtement, s'il n'y a pas plus de questions, je pense que ça clôt bien. Oui. Moi, j'aimerais finir sur une note heureuse qu'on puisse rire et j'aime souvent faire rire de moi. Jusqu'à là, je pense que j'aurais poigné pas pire avec l'enfant de Bouddha. Là, j'aimerais vous partager. Si vous me permettez de partager mon écran, je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire rire. Fatima, tu vas sûrement avoir peur, mais je dois quand même le faire. Ah oui. Je me permets de partager mon écran. Voilà, maintenant, vous devriez être capable. OK, attendez un instant. Je vais vous montrer quelque chose qui devrait vous faire rire pendant un petit instant. Fatima, regarde. Oh là là! On m'a fait un avatar. Wow. Est-ce que vous voyez mon... Wow. C'est vrai, je donne des cours aux États-Unis, puis avec la pandémie, ils ont décidé de nous faire un avatar de nous. Donc, ils avaient pris une photo de nous, puis ils ont décidé de nous mettre en avatar. Wow. Donc, si jamais vous suivez des cours aux États-Unis avec moi, bien, vous ne le verrez pas en live comme ce soir. Vous allez me voir en petit avatar. En tout cas, il est très beau l'avatar. Ouais, il est très bien fait. Il est vraiment très bien fait. C'est ça qui n'est pas correct. Il est plus beau que moi en réalité. Ça ne va pas. C'est ça que j'aime pas. Il est beau, mais il n'a pas votre charme, c'est sûr. Oui. Alors, Marc, oui, tu as montré une superbe photo. Il y a l'avatar, mais moi, vous savez ce qui a attiré mon attention? C'est la très belle salle de réunion avec des chaises. C'est là où moi, ça me semble un conseil d'administration. J'ai envie d'être assise à côté d'humain et non pas à côté d'avatar. Bon point. Ben, écoutez, c'est une très belle touche finale, Marc. Je veux vous remercier infiniment. Merci beaucoup pour avoir pris de votre précieux temps pour discuter avec nous de ces enjeux-là. Merci à tous.
Oui, Si je vas-y. peux rebondir, ça a été très intuitif et j'ai vraiment très apprécié de passer cette heure-là avec vous. C'était vraiment très bien. J'ai vraiment bien aimé. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie de nous partager votre savoir et surtout de prendre du plaisir aussi. On a des commentaires en description très intéressants. Merci beaucoup Fatima et Marc de Francine. Merci Francine. Excellent partage et liberté d'expression. Merci beaucoup Solange. Donc, comme j'ai dit, merci beaucoup au public. Si vous avez aimé cet événement, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook, Instagram, etc., notre site web, sedna.ca. Ce ne sera pas le dernier événement. On espère qu'il y en aura d'autres qui viendront. Peut-être Marc, Fatima, si vous êtes de nouveau intéressés. Donc, merci à tous et puis à la prochaine, je l'espère. Et bravo merci au travail encore. de Sedna. Hein? Bravo. Merci. Merci. On fait passer le message. Merci Marc, ça a été un plaisir de co-animer ça avec toi aussi. Merci à nos deux journalistes. Ça me fait plaisir. Tout le plaisir est pour nous, sachez-le. L'important, c'est qu'on a fini avec un beau sourire, c'est ce qui compte toujours, qu'on ait le plus de Oui, plaisir toujours. possible. Sans masque en plus. Hey, on peut voir nos dents, écoute, c'est merveilleux. Ouais. Hey, merci beaucoup, bonne soirée. Merci, Merci tout le monde, bonne soirée. Bye bye.